Donc la préhistoire, ça vous inspire? Oui, après l'Odyssée de l'espèce, j'ai eu envie quelque part de redonner ses lettres de noblesse à la préhistoire parce que après la guerre du feu, il n'y avait plus rien qui avait été fait au cinéma. Je trouvais que la préhistoire était révélateur de ce que nous sommes parce qu'on débarrasse les personnages des caractères sociaux. Ils sont plus flics, ils sont plus instructions, ils sont plus médecins, ils sont enfin hommes. Et puis après, c'est un grand terrain de jeu, c'est un terrain d'aventure, donc c'est propice à faire une vraie fiction romanesque, d'aventure et spectaculaire. Et justement, alors les scènes sont très réalistes. Comment se passe le travail de préparation pour ce genre de film? J'imagine que vous avez bien sûr travaillé avec des spécialistes. Alors, Aoul Dernier Néandertal, c'est 6 ans de travail. C'est 2 ans d'écriture après la découverte du livre de Marc Lapesky, Aoul l'homme ancien, qui a été pour moi l'élément déclencheur, l'étincelle qui a mis finalement le feu à ce désir. Bien sûr, il a fallu l'adapter. Ça a été un long travail d'écriture avec Michel Sester, mon co-scénariste. Et pour essayer justement de pouvoir raconter une image, une histoire sans dialogue, où les scènes soient explicites sans que les acteurs fassent du mime. Donc tout ça, c'est assez complexe. Après ces 2 ans de repérage, il faut trouver des décors qui racontent une Europe vieille d'il y a 38 000 ans. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'en Ukraine, en Bulgarie et aussi en France. Et puis après, pendant que UGC, qui a eu le courage de me suivre dans cette aventure, de chercher l'argent, il a fallu trouver des comédiens parce que tout comédien n'est pas prêt à affronter les conditions difficiles dans lesquelles je les ai mises. Et donc là, c'était un long travail de casting, à Londres d'abord, pour trouver les 2 acteurs principaux. Parce que, pourquoi Londres? Parce que je voulais que je savais que le travail allait être très dur et l'école d'acteurs anglaise est très dure. C'est un vrai métier, c'est quelque chose de... Voilà, ils y vont avec le cœur, avec le ventre. Et ce sont des acteurs de théâtre? Des acteurs de théâtre sont très opposés les deux au final, puisque Aruna est mannequin à Londres et comédienne, elle est numéro 2 à Bollywood, donc elle est sapiens, on va dire quelque part. Et Simon, lui, est cinéma underground en Angleterre, voilà, plutôt refusant les compromis commerciaux. Mais pour les trouver, j'ai fait appel à Des Hamilton, qui est le directeur de casting de Ken Loach. Au début, j'ai vu 600 vidéos, parce que je voulais des corps, des longs basanés pour Sapiens, c'est des petits trapus blancs pour Néandertal. Et à l'issue de ça, j'ai organisé un workshop de 3 semaines, où les acteurs étaient payés et sont venus faire des exercices de répétition avec moi. Et au fur et à mesure, j'ai éliminé, et voilà, et Simon et Aruna ont été les 2 heureux élus. Puis après, il a fallu retrouver tous les autres, qui étaient moins importants mais qui sont là, qui racontent les différentes clans Sapiens et Néandertal. Et j'ai fait le même type de travail en Bulgarie, où j'ai vu là plus de 1600 comédiens et non comédiens, pour en garder que 200. Et voilà, donc j'ai pris aussi beaucoup de Roms et de Gitans dans la communauté Sapiens. Et je suis revenu intact, on ne m'a pas volé, on ne m'a pas battu. Et vous avez mangé des poules? Alors, bon, les conditions de tournage, vous en avez parlé. Quelle est la part d'interprétation pour un acteur? Parce que imaginez le langage d'un homme de Néandertal qui est très physique, plutôt dans la gestuelle. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on imagine d'ailleurs ce genre de choses? Alors, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a le travail qu'on fait avec l'acteur, qui généralement, le jour du casting, sur la première fois qu'on lui dit de faire une improvisation sur l'homme préhistorique, fait bizarrement, selon l'imagerie populaire, un imbécile. Vraiment quelqu'un qui est bête. Donc on lui dit, est-ce qu'il a déjà vu un lion qui a l'air bête dans la savane, une gazelle qui a l'air bête? Il dit non. Alors pourquoi l'homme qui a occupé la Terre depuis des centaines de milliers d'années aurait été bête, ou alors qu'il était entièrement affûté, si ce n'est plus que le lion, puisqu'il avait commencé à dominer par la chasse les animaux sauvages. Donc il faut réveiller l'homme préhistorique qui sommeille en nous. Et il n'est pas loin cet homme préhistorique, parce que 30 000 ans pour la préhistoire, c'est pas hier, c'est tout à l'heure. Donc on n'a qu'à voir un bébé qui naît, et il découvre le monde avec ses sens, comme notre homme préhistorique, notre ancêtre utilisait ses sens. Il va goûter, il va sentir, il va essayer de comprendre par son corps. Et c'est la société après qui va lui dire il ne faut pas toucher, il ne faut pas tout mettre à la bouche, mais sinon voilà, il découvre comme on a découvert. Dans le monde entier encore, on trouve des couchers de soleil beaux.
c'est pas que c'est bon le coucher de soleil, c'est parce que pendant des milliers d'années, on avait disparu ce soleil sans savoir s'il allait revenir et qu'annonçait la nuit avec ses peurs. Dans le monde entier, on a tous fait des barbecues et des feux dans une cheminée. On s'arrête tous de parler pour regarder un bout de bois brûlé. C'est pas non plus que c'est beau, c'est parce que pendant des milliers d'années, on a surveillé ce feu qui, s'il disparaissait, c'était l'annonce de la mort. Et on est encore restés tous nomades, puisque dans tous les pays, on s'achète des maisons à crédit dont on ne profite pas parce qu'on travaille toute l'année, du matin au soir, pour la payer, et que le seul mois où on pourrait en profiter, on redevient nomade et on la quitte. Donc voilà, donc c'est réveiller ça, c'est un travail sur la gestuelle. Aussi la gestuelle, on en a une approche parce que les squelettes n'étaient pas les mêmes, donc la manière de se déplacer, la manière de courir n'était pas les mêmes chez Néandertal et Sapiens. Et puis après, il y a le langage, et bien évidemment, il a fallu l'imaginer, ce langage. Alors on avait deux solutions, ou l'imaginer en s'achetant une bouteille de vodka et à délirer autour des mots qu'on pouvait inventer, ou travailler plus sérieusement, comme on a fait avec Pierre Pelot, qui depuis... c'est un romancier qui a écrit beaucoup de romans qui se passent à la préhistoire, et où lui, il avait déjà fait ce travail avec des scientifiques en imaginant quels sont les sons qui ont pu se développer quand le singe s'est mis debout, que son larynx s'est agrandi, que son palais s'est creusé, comment le cri du singe a pu se transformer en mots, en travaillant sur les langages ethniques connus et disparus à ce jour, et en travaillant aussi sur les mots communs des langues modernes. Par exemple, dans le monde entier, maman, un pays sur deux, ça se dit un peu pareil. Donc à partir de là, il a fait un mix, il a créé un lexique qu'on a développé sur Homo sapiens et l'Odyssée de l'espèce, et qu'on a vraiment agrandi à le dernier Néandertal, à tel point que mes acteurs avaient leur lexique, Sapiens et Néandertal. On a écrit des dialogues en français, ces dialogues étaient simples, c'était des pensées pas, sans métaphore, des pensées directes. On a traduit, dont les acteurs savaient ce qu'ils disaient. Ils ont, pendant 4 mois de répétition, approché ce dialogue. Ils l'ont fait leur, à tel point que les Anglais et les Bulgares, qui ne pouvaient pas se parler, puisqu'ils ne parlaient pas la même langue, arrivaient à la fin du tournage à communiquer entre eux au restaurant, au bar, sans que personne ne les comprenne. Ça, c'est génial. Alors, 4% de Néandertal chez nous, les sapiens, ça, c'est les dernières découvertes. J'imagine que ça apporte de l'eau à votre moulin. Oui, dès le début, on a mis dans l'histoire d'Ao voilà, cette relation entre ce Sapiens et ce Néandertal. Et donc déjà, ça supposait qu'ils s'étaient rencontrés, ça supposait qu'ils pouvaient tomber amoureux, qu'ils avaient eu des échanges culturels et amoureux, et pourquoi pas une descendance. Cette hypothèse, elle a été réfutée pendant longtemps, puisque c'était deux espèces humaines qu'on considérait très différentes. Alors soit s'ils avaient eu des rapports amoureux, ça ne donnait rien du tout, soit s'ils avaient des rapports amoureux, étant très différents, ça faisait comme un cheval et une ânesse qui donne une mule qui à son tour ne pourra pas donner voilà, n'est pas fertile. Donc nous on a pris cette hypothèse parce que d'abord les scientifiques ne me disent pas la même chose dans les couloirs des facultés que ce qu'ils disent dans les amphithéâtres. Donc beaucoup de scientifiques la rêvaient, l'imaginaient, la pensaient. La preuve, ils ont poussé les recherches là-dessus. Et puis moi, je la trouvais très belle parce qu'elle est d'abord, elle annonçait que Néandertal finalement n'avait pas totalement disparu. Et puis elle était aussi dans une acceptation, un message de l'acceptation de la différence jusqu'à se marier ensemble et à faire avoir une descendance commune. Voilà, jusqu'au mois de mai, on pouvait nous traiter de doux rêveurs. Depuis le mois de mai, effectivement, on sait que nous avons 2 à 4% de gènes Néandertal, ce qui confirme donc bien la rencontre, l'échange et l'échange amoureux. Et ça, voilà, alors des gens me diront, c'est l'intuition, d'autres diront, c'est le hasard, mais le hasard n'est que la volonté des dieux qui veulent garder l'anonymat, comme le dit le proverbe africain.